Célébré ce samedi également au Sénégal, direction Ziguinchor avec l'opposant Ousmane Sonko qui a prié à la mosquée des HLM de Ziguinchor. Le leader de PASTEF déplore les arrestations des membres de son parti. Ousmane Sonko promet que lui et ses partisans vont travailler pour leur libération. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Lamine Ba et Lamine Mandian. D'avoir une pensée pour tous nos amis, nos frères, sœurs, nos camarades qui ont été injustement incarcérés par une poignée de magistrats aux ordres. Le frère Diomaye Faye a utilisé un terme dans un poste et ça lui vaut la prison, c'est le terme clochardisation. Effectivement, il y a une forte clochardisation d'une poignée de magistrats, je le répète comme il l'avait dit. Et c'est malheureusement ce petit groupuscule de magistrats qui ne font même pas 10 en réalité, qui aujourd'hui exécutent les sales bouillons pour prendre des innocents. Des gens très utiles à leur pays, plus utiles à leur pays qu'eux-mêmes. Parce que si vous prenez un inspecteur principal des impôts, avec son parcours, mais ce qu'il peut rapporter dans les caisses de l'État, pour des, excusez-moi du terme, mais des enfantillages, vous le mettez en prison. Vous êtes en train de nuire plus au Sénégal qu'à ce monsieur. Et j'ai une pensée pour tous ceux qui sont incarcérés. Vous savez qu'on en a des centaines, injustement, dans le cadre d'une traque politique. Aujourd'hui, ils auraient dû être avec leur famille, avec leur communauté religieuse, mais ils vont prier dans des conditions que nous connaissons. Nous ne ménagerons aucun effort pour les faire sortir le plus tôt possible. Ce n'est pas un jour pour hausser le ton, je m'en limiterai à ça, mais vous comprendrez bien que nous ne baisserons jamais les bras. À l'endroit de tous les Sénégalais, leur souhaiter une bonne fête et leur réitérer notre attachement à la paix. À Dakar, l'imam Serigne Moustapha Mbacké Abdoul Khadr a dirigé la prière à la grande mosquée de Massalikul Jinan. Dans son sermon, il est revenu sur la consolidation de la paix. Il appelle également les jeunes à aller chercher le savoir. Nos reporters Pape Faraning et Ababakar Kamara y étaient pour nous. Le contrat de confiance entre les hommes et le Créateur était l'essence du sermon de Serigne Moustapha Mbacké Ibn Serigne Abdoul Khadr qui exhorte les musulmans à œuvrer pour une paix durable. Qu'il nous donne la paix et la cohésion sociale dans ce pays. Parce que comme vous le savez, aucun projet de développement individuel et collectif ne pourrait prospérer sans la paix et la cohésion sociale. Dans ce contexte de tension politique, le sermon de l'imam est venu à son heure, estiment les fidèles. Il nous exhorte à œuvrer pour la paix et à suivre les principes de l'islam. Donc, nous nous sommes tenus de nous conformer à ces recommandations. Il nous a juste rappelé le comportement du musulman dans un Sénégal où les valeurs se dégradent. Il nous a appelé à plus d'humilité, à rester dans la loyauté, mais surtout en considérant notre prochain comme nous. D'autres sujets d'actualité ont été abordés comme la recherche du savoir, surtout chez les jeunes. A insisté sur 2 points. Le savoir et le comportement, le bon comportement. Yar ak xam-xam. Yar ak xam-xam. Parce qu'un peuple sans savoir est un peuple en danger. Une jeunesse qui n'est pas bien formée, une jeunesse qui n'est pas bien outillée, consciente de ses responsabilités, cette jeunesse ne peut pas faire face aux défis. La prière des 2 rakats de l'Aïd el-Fitr, dirigée par Serigne Moustapha Ibn Serigne Abdoul Khadr Mbacké, s'est déroulée en présence de nombreux fidèles, mais aussi de personnalités de tous bords. Direction la grande mosquée de Dakar à présent. L'Aïd el-Fitr a été célébré comme à l'accoutumée cette année. La prière a été dirigée par Imam Moussa Samb. Il invite les parents à prendre leurs responsabilités dans l'éducation des enfants. Dans son sermon, il est revenu également sur les valeurs d'entraide et de solidarité, compte rendu signé Habib Faye et Abdoulaye Anne. Après un mois de dévotion, ils sont des centaines à converger à la grande mosquée de Dakar pour clôturer dans la ferveur la fin du Ramadan. En attendant l'arrivée de l'imam Moussa Samb pour diriger la prière, l'heure est au takbir, au zikr.
Le lieu de culte a très tôt refusé du monde ce samedi, jour de l'Eid el-Fitr pour la grande majorité de la communauté musulmane. Comme à l'accoutumée, la prière se déroule en présence du chef de l'État. Dans son prêche, l'imam Samb a insisté sur la responsabilité parentale devant la crise des valeurs. Celui qui participe à ces manifestations ira en enfer. Il n'y a pas fait de la guerre sainte, l'islam n'a rien à voir avec. Les parents ont l'obligation de bien éduquer leurs enfants en prenant leurs responsabilités. Un enfant restera toujours un enfant devant ses parents. L'imam Ratib de la grande mosquée appelle aussi les fidèles à cultiver davantage l'esprit de partage et de solidarité. Un bon musulman doit éviter ces genres de pratiques telles que la mauvaise foi, le manque de personnalité, le manque de confiance envers les autres, entre autres la méchanceté. La Korité marque la fin du Ramadan. Cette année, le jeûne a duré 30 jours pour une grande partie des musulmans. La communauté laïenne a également prié. L'imam Libas Laï a alerté les fidèles sur les conséquences de la corruption. Il s'est aussi prononcé sur les manifestations notées ces derniers jours à Ngor, Ouakam et Yoff. Les détails avec Abdoulaye Diop et Mardia. À 8 heures, des chants religieux rythment l'atmosphère, mélangés du soleil et de la fraîcheur marine. Des fidèles sont déjà sur place, tous de blanc vêtus comme à l'accoutumée et en masse, comme lors de l'appel de Seydina Limamou. Les laïennes ont prié sous la direction de l'imam Libas Laï. Son discours porte sur le thème de la corruption. Il y a certains qui font des magouilles pour arriver à leur fin. On doit éviter la corruption car elle ne mène à rien et elle est bannie par la religion musulmane. Le fils du calife est revenu sur la situation politico-sociale du pays et notamment sur les manifestations qui se sont déroulées ces derniers jours à Ngor et à Yoff. Le président de la République doit s'exprimer sur ce sujet. Le président de la République doit s'exprimer sur ce sujet pour apaiser la situation entre les habitants d'Ngor, Ouakam et Yoff. Ces fidèles estiment que la société doit s'inspirer de ce discours. Son discours traite des faits quotidiens. On les voit tous les jours, surtout lorsque nous déposons des papiers administratifs. Tout ce qu'il a dit, c'est la vérité. On doit juste faire notre devoir sans rien attendre en retour. À travers la couleur blanche, symbole de l'islam et de la paix, les laïennes espèrent que les prières vont protéger le pays des tensions politico-sociales. Retournons à Ziguinchor avec la prière de Korité qui a été dirigée par l'imam Chérif Ismaïla Aïdara qui a invité les Sénégalais à privilégier le dialogue et la concertation dans leur démarche quotidienne et exhorter les acteurs de la justice à œuvrer toujours en toute objectivité dans leur travail. Le gouverneur de Ziguinchor qui a pris part à la prière a invité les Ziguinchorois à accentuer l'œuvre de construction d'une paix durable en Casamance. Lamine Ba et Lamine Mayan. Manquer d'avoir une pensée pour tous nos amis, nos frères, sœurs, nos camarades qui ont été injustement incarcérés par une poignée de magistrats aux ordres. Le frère Diomaye Faye a utilisé un terme dans un poste et ça lui vaut la prison, c'est le terme clochardisation. Effectivement, il y a une forte clochardisation d'une poignée de magistrats, je le répète comme il l'avait dit.
Toutes nos excuses, donc c'était pas le bon élément. Nous parlons politique à présent avec cette actualité de cet après-midi. Le chef de l'État qui s'est entretenu avec nos confrères de la RFM, Elhadji Assane Gueye plus précisément. Beaucoup de questions ont été abordées, notamment la question du troisième mandat et le chef de l'État qui ne s'est toujours pas clairement prononcé. Je vous propose de l'écouter, des propos traduit par Daniel Diouf. Je ne dirai ni oui ni non à ce sujet. Je me dois de vous dire qu'il ne m'appartient pas de trancher sur la question tout seul. Je suis dans une coalition qui s'y prononcera le moment venu, certainement sous très peu. La question a été agitée depuis 2012. Depuis lors, une certaine catégorie de personnes ne trouve pas mieux que de chercher à savoir à quand le départ du président de la République. C'est leur seule préoccupation. J'ai même écho de l'existence d'une organisation dénommée Diamaguène Ñetteli Mandat. En somme, la paix vaut mieux qu'un troisième mandat. Je trouve que ces gens-là ne militent pas pour la paix. Si on veut vraiment la paix, il faut accepter le dialogue et non décréter que le chef de l'État doit absolument s'en aller, donc quitter le pouvoir. Ce n'est pas ma vision des choses. Merci à vous Daniel Diouf. Je vous l'ai annoncé en début de journal qu'on va recevoir Souleymane Niang, le directeur de l'information du groupe Futur Média, qui est là pour débriefer entre autres cet entretien. Souleymane, bonsoir. Bonsoir cher Tidiane. Alors Souleymane, vous avez écouté le chef de l'État. Cette question du troisième mandat était très attendue. Il soutient qu'il va se prononcer dans pas longtemps. Alors sentez-vous tout de même une tendance qui devient de plus en plus évidente par rapport à cette candidature? Encore une fois, le président de la République a continué à entretenir le flou sur sa décision finale, même si beaucoup pensent dans un sens ou dans un autre. Lui, en tout cas, reste constant par rapport à sa position d'alors, lorsque notre confrère Babacar Fall lui avait posé la question il y a quelques années et qu'il avait répondu ni oui ni non. Aujourd'hui, plus que jamais, il insiste sur le fait qu'il n'est pas prêt à se déterminer. En revanche, la nouveauté, c'est qu'il reconnaît que sa position sera de moins en moins tenable eu égard aux exigences du calendrier électoral. Il y a notamment l'échéance du parrainage. Il y a dans quelques mois, dans quelques petits mois, il faudra ensuite déposer la caution, c'est-à-dire avec le nom du candidat. Il faudra déposer les parrainages au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel devra donner la liste des candidats validés. Évidemment, il sent que cette échéance approche, mais d'ici là, Dieu seul sait quand Macky Sall continue à jouer du pouvoir qu'il a sur le jeu. Pas longtemps, l'élection présidentielle également. C'est dans 10 mois, tout au plus. C'est dans 10 mois, donc forcément, un jour, il va se prononcer. Mais quand même, on voit qu'il pose des actes. Quand on l'écoute, il y a des non-dits quand même qui sont très parlants. On se dit qu'on a l'impression qu'on est face à un homme qui brigue cette troisième candidature quand même. Mais on ne peut rien dire tant que lui-même ne s'est pas déterminé au risque de se tromper. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Peut-être que lui-même ne sait pas s'il va y aller ou pas. Peut-être attend-il d'avoir un tableau plus clair. Le paysage politique, la scène politique, le jeu politique se clarifie de plus en plus, notamment avec la séparation que je qualifierais à l'amiable avec Idrissa Seck. Lui-même peut-être a besoin d'y voir un peu plus clair avant de se déterminer. Évidemment, pour qui veut voir des signaux qui montrent de plus en plus qu'il va y aller, évidemment les signaux sont là. Ne serait-ce que dans sa projection vers l'avenir, les projets, les politiques publiques, les projets personnels, l'engagement personnel dans des projets. Évidemment, on peut mettre ça sur le compte de la responsabilité d'un président de la République qui travaille au-delà de son mandat, mais en même temps, on peut y tirer la conclusion que, évidemment, il va y aller. Mais ceux qui veulent voir aussi des signaux que peut-être qu'il n'ira pas, peuvent peut-être voir de
petits frémissements dans le discours, dans les attitudes, etc. Même plus que des mais certainement, il y a plus de signaux qui tendent à faire penser qu'il va y aller que non. Et justement, sa réponse face à la société civile, le collectif Diamogun 3e mandat, quand même, il les accuse carrément de prôner la violence. Et quand même, cette réponse n'est pas anodine. Oui, c'est un plaidoyer pro-domo. Évidemment, puisqu'il est partisan du ni oui ni non, ceux qui tendent à penser que la réponse doit être claire, qu'il n'ira pas, il les vouera aux gémonies, c'est normal. Mais évidemment, le président de la République ne laisse pas paraître plus clairement qu'avant. Parce que tous ces signaux que vous évoquez, qui semblent attester que le président Macky Sall ira pour une 3e candidature, c'est pas aujourd'hui qu'il les a. La nouveauté aujourd'hui, c'est simplement qu'il nous annonce que dans peu de temps, il va finalement révéler sa décision finale. Je reste convaincu que cette décision finale, même s'il a évidemment un choix politique qu'il a déjà opéré, pas seulement maintenant, pas seulement il y a quelques mois, comme il le dit, depuis 2012, des gens ont commencé à lui dire il faut y aller pour plusieurs mandats au-delà des 2 prochaines élections. Il me semble que tout ce qu'il a montré aujourd'hui, on l'a vu dans son discours, dans son comportement, dans la manière de gérer le pays depuis des années. Encore une fois, la nouveauté, c'est que enfin, d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, peut-être après un dialogue politique auquel il invite les acteurs politiques et même la société civile, on y verra plus clair. Personnellement, je pense qu'il peut y avoir des raisons de croire que sous certaines conditions qui ne sont pas sous le contrôle de Macky Sall, de ses partisans, etc., la décision de ne pas y aller n'est pas complètement exclue. On est dans un rapport de force qui commence aussi à se clarifier avec le départ plus ou moins négocié de Idrissa Seck. Ces rapports de force-là, politiques et extra-politiques, peuvent aussi jouer sur la décision finale. Comment est-ce qu'on peut comprendre cet appel au dialogue à 10 mois de l'élection présidentielle, justement? Et évidemment, le président est dans son rôle, mais je pense aussi qu'il y a une dose de comment dire, de malice politique, parce que c'est un piège qui est posé là. Les acteurs politiques sont devant un dilemme. Au moment où tout le monde appelle à la paix, tout le monde appelle à l'apaisement, etc., vous imaginez les effets, les conséquences désastreuses au plan politique pour tous ceux qui vont rejeter la main tendue du président de la République sans argument valable. On a déjà entendu les arguments de Ousmane Sonko, on a entendu les arguments d'autres qui rejettent cette main tendue parce qu'ils craignent que ce ne soit pas sincère. Et justement, Mimi Touré qui dit que cet appel au dialogue du chef de l'État est en réalité une tentative de division de l'opposition et de la société civile regroupée au sein de la plateforme des forces vives F24, et Aminata Touré qui demande à l'opposition donc de s'unir et de rester vigilant et mobilisé. Alors, il n'y a pas de bonne réponse ici. Y aller, c'est prendre le risque d'avaliser un tout petit peu la décision finale qu'on évoquait tout à l'heure du président de la République, d'accroître son pouvoir politique sur le jeu en général. Parce que, imaginez-vous, si Macky Sall réussit à organiser un dialogue, peu importe le résultat de ce dialogue-là, il y a de fortes chances que ce dialogue n'aboutisse à rien du tout. Mais le seul fait de montrer qu'il a encore ce pouvoir de déterminer les règles du jeu, d'amener tout le monde à la même table de négociation, etc. Et éventuellement, en cas d'échec, de faire porter la responsabilité de l'échec aux autres et pas à lui, les gens retiendront qu'il a au moins tenté. Mais ne pas y aller, c'est également courir le risque justement de se mettre en marge
de la dynamique globale d'apaisement, de pacification de l'espace politique. Donc on est là devant un dilemme. Évidemment, nous avons une classe politique suffisamment mûre, suffisamment intelligente pour trouver le juste milieu. Alors là, les jours qui viennent, nous édifierons sur les différents positionnements des uns et des autres. Le chef de l'État qui appelle au dialogue quand même dans une situation extrêmement tendue. Et on l'a entendu aujourd'hui dire qu'il n'y a pas de prisonniers politiques au Sénégal. Personne n'a été emprisonné, je le cite, à cause de ses opinions politiques. Est-ce que le chef de l'État n'est pas dans le déni en disant cela? On peut le dire, tout dépend de la définition. Après, on est dans la sémantique. Qu'appelle-t-on prisonnier politique? Quelle est la définition qu'on retient, etc., etc. Ce qui est constant, c'est que des gens qui ont exprimé des points de vue et dont on ne nous a pas encore convaincus de la culpabilité d'un délit ou d'un crime, puisque beaucoup de ces affaires sont en instruction, sont actuellement détenues. Alors, peu importe comment on les appelle, il se trouve que des éléments constants sont là. Ils sont en prison, c'est un fait. Certains d'entre eux sont en prison pour avoir exprimé sur des supports, que ce soit numériques, que ce soit physiques, etc., des points de vue. Évidemment, on peut épiloguer sur la manière d'exprimer les points de vue, etc. Où se trouve le seuil de tolérance? Comment définit-on les choses? Évidemment, du point de vue de l'opposition, ce sont des prisonniers politiques. Du point de vue du chef de l'État, eu égard à la définition... Mais quand même, il y en a beaucoup qui sont en prison pour des délits d'opinion. Ouais, évidemment, quand on arrête un journaliste pour avoir dit une chose, tout dépend de la qualification. Si on l'arrête parce qu'il a dit que le président était nul, par exemple, c'est un délit d'opinion, évidemment. Et en tant que tel, si vous arrêtez quelqu'un pour avoir dit que le président de la République était incapable, etc., franchement, on est dans l'abus de pouvoir, quoi qu'on puisse aller chercher des technicalités dans le cadre d'un juridisme de mauvaise aloi pour qualifier. Et c'est exactement la situation dans laquelle on est. C'est-à-dire, sous couvert ou sous prétexte de certaines violations qu'on ne peut pas nier non plus. C'est-à-dire, certains d'entre les personnes qui ont été arrêtées, par exemple, vont être arrêtées pour injure. Mais l'injure va être une dimension relativement marginale par rapport au positionnement politique, aux propos à dimension politique qu'il y a dans les propos qui sont incriminés. Vous voyez, à ce moment-là, de votre point de vue, de mon point de vue, ça va être des prisonniers politiques parce que c'est à la faveur ou à la défaveur de l'expression de leur opinion qu'ils ont été arrêtés. Mais par pur juridisme, le pouvoir va vous dire non, on ne l'a pas arrêté pour les propos politiques, on l'a arrêté pour l'injure, on l'a arrêté pour une partie des propos qui sont sujets à caution. Vous voyez où se trouve la vérité? Tout dépend de la personne qui parle. Personnellement, je n'ai pas la prétention de trancher ce débat parce que malheureusement, les choses ne sont pas tout à fait blanches ou tout à fait noires. Il y a une zone grise et c'est cette zone grise-là dont profitent certainement les pouvoirs, parfois politiques, parfois judiciaires, etc., pour donner une apparence de droit à des choses qu'on peut qualifier de délits ou d'abus de pouvoir. Une dernière question avant de passer à Idrissa Seck. Parlant d'Ousmane Sonko, le chef de l'État quand même a dit que personne n'a une immunité absolue dans ce pays. Comme s'il parlait de Ousmane Sonko. Et c'est ça aussi les nuances. Ne le citant pas, et il n'a aucun intérêt, il n'a aucun désir de le citer, le président de la République en général veille à ne pas... La question a été très claire de la part de Hassan Gueye. Oui, mais il ne répondra jamais en citant le nom de Ousmane Sonko, qui est une réalité politique indéniable dans ce pays, avec tout le pouvoir qu'il a sur l'opinion, sur la jeunesse, sur les esprits, etc. Donc, le citer, ne pas le citer, ça revient au même. Le fait est que le président de la République évite systématiquement de le citer, certainement pour ne pas lui donner justement ce supplément
Ce surplus d'aura politique par le seul fait d'être cité par le président de la République. Bon, après, dans le principe, c'est vrai, personne n'est au-dessus des lois, personne ne peut se soustraire aux règles qui régissent le fonctionnement de nos institutions, etc. Maintenant, le fait que le président de la République ne prenne pas acte d'une certaine manière de la réalité politique qu'est Ousmane Sonko, c'est une autre affaire. C'est vraiment la lecture politique. Mais la lecture juridique, institutionnelle, le principe, il est là. Peut-être que le fait que le président de la République le dise, ça n'ajoute pas de valeur, mais le principe, il est là. Effectivement, personne n'est au-dessus de la loi. C'est pas ça qui m'a le plus marqué, je pense, dans son allocution. Ce qui m'a marqué véritablement, c'est le fait que il ne se détermine pas finalement par rapport à son choix, mais qu'on sache que bientôt il sera obligé de se déterminer et que, deuxièmement, il a eu une explication qui me semble relativement coordonnée avec celle de Idrissa Seck dont on parlera peut-être un peu tout à l'heure par rapport à leur séparation à l'amiable. Le reste, ce sont des redites sur les réalisations qu'il a faites, sur sa religion, sur la question de l'endettement, une religion qui reste constante, mais qui, à mon avis, n'est pas forcément la meilleure qui soit sur ces problématiques. Quand on sait ce qui se passe dans le monde entier sur ces questions-là, j'en veux pour preuve dernièrement aux réunions du printemps de la Banque mondiale et du FMI. C'est un sujet qui était au cœur des discussions et tout le monde sait le danger qu'il y a pour un pays à s'engager à un certain niveau en termes d'endettement. Je pense que le président de la République continue à minimiser l'importance de cette question-là. Voilà. Merci Souleymane. On va parler d'Idrissa Seck qui quitte donc Benno Bokk Yakaar et annonce sa candidature à l'élection présidentielle de 2024. Les ministres Yankoba Diattara et Ali Saleh vont aussi quitter le gouvernement dès ce lundi. Idrissa Seck, que je vous propose d'écouter, il faisait face à la presse cet après-midi à Thiès. Confirme ma candidature à l'élection pour la présidence de la République du Sénégal en février prochain. Inch'Allah. En vue d'apaiser les tensions politiques et dans une démarche de clarification, je vous informe également que dès lundi, je remettrai à Monsieur le Président de la République ma lettre de démission comme président du Conseil économique, social et environnemental. Je lui remettrai aussi une lettre disant mon choix, pour des besoins de clarté, de quitter la coalition Benno Bokk Yakaar. J'annonce également que les ministres, membres de Rewmi, ont décidé de se retirer du gouvernement. Dès demain, je repars, chers compatriotes, à votre rencontre dans une démarche d'écoute et de partage pour que nous construisions ensemble le présent et l'avenir du Sénégal. Je vous remercie. Voilà, Souleymane, cette déclaration de candidature d'Idrissa Seck était en secret de polichinelle. Cette annonce qui survient après qu'Idrissa Seck a rencontré Macky Sall. Alors, peut-on penser, je sais pas, à un deal entre deux hommes politiques? Alors, d'abord, rien de surprenant, comme vous l'avez dit. Je pense que tout le monde, à un moment ou à un autre, s'attendait à cette déclaration de candidature. Ce qu'on ne savait pas, c'était quelle forme prendrait cette séparation. À l'évidence, c'est une séparation à l'amiable entre M. Idrissa Seck et M. Macky Sall. Et certainement, les modalités de cette séparation et même de son annonce semblent avoir été discutées par le menu lors de la rencontre d'il y a 2 jours entre les deux hommes qui incarnent chacun une institution. Donc ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est bien évidemment cette coordination
qu'on peut appeler deal. Je n'irai pas jusque-là. À mon avis, on est en face d'un jeu de haute voltige entre les deux. Évidemment, il y a cet accord probablement sur la manière de se séparer, la manière de l'annoncer, les modalités, la dévolution, comme qui dirait, qu'est-ce que je reprends, qu'est-ce que tu me donnes, qu'est-ce qui reste, etc., etc. Mais chacun fait attention à l'autre. Il y a une prudence parce que les deux hommes se connaissent, comme ils l'ont dit tous les deux, ils se connaissent depuis très longtemps, ils connaissent chacun les points forts et les points faibles de l'autre, et ils ont une intelligence situationnelle qui fait que, en l'occurrence, dans la situation actuelle, ils ont certainement dû arriver à la conclusion que le moindre mal était que, un, ils se séparent, et deuxièmement, que ce ne soit pas une séparation conflictuelle. Vous l'appelez un deal. Un deal, c'est une affaire conclue. Et effectivement, en ce sens-là, c'est un vrai deal qui a été opéré. Est-ce que c'est le meilleur deal entre les deux? Au regard du reste du jeu politique, évidemment, on peut penser que c'était, comment dire, la solution la moins problématique, parce que Macky Sall évite de s'aliéner, il s'aliène bien naturellement Idrissa Seck et son parti au sein de Benno Bokk Yakaar et en tant que partenaire, etc. Mais il ne le fait pas à telle enseigne que Idrissa Seck se radicalise en rejoignant une certaine opposition radicale, ou peut-être il n'a pas un positionnement, il n'a pas une place, il n'a pas un petit trou où il peut creuser son sillon et atteindre son objectif. Dans le même temps, il fallait que ce soit une séparation suffisamment nette pour que Idrissa Seck puisse aller à la rencontre justement des Sénégalais et avoir une certaine différenciation par rapport au président Macky Sall. Autrement, ben justement, et c'est là où le deal aurait tout son sens, on pourrait penser, comme certains l'ont dit avant cette annonce, qu'il serait un candidat alibi, justement, qui serait juste... voilà. Ben, voilà les deux extrêmes qu'il fallait éviter. Un, de passer pour une marionnette, disons, pour Idrissa Seck. Deux, éviter de le jeter dans les bras de l'opposition radicale. Apparemment, les deux hommes ont trouvé le juste milieu. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Idrissa Seck, dans sa déclaration, qui se réclame chef de l'opposition, cette opposition qu'il a quittée depuis pratiquement 4 ans, n'est-il pas quand même un peu trop prétentieux pour avoir laissé le terrain à d'autres et revenir 4 ans plus tard pour dire que je suis le chef de l'opposition? Prétentieux, ce sont des jugements de valeur. Après, il y a le positif et le normatif, enfin il y a le théorique et le factuel, le réel. Et c'est là où il y a juste une différence. Le théorique, c'est quoi? Comme il le dit, j'étais deuxième à l'élection présidentielle de 2019. Je me considère jusqu'à la prochaine élection le chef de l'opposition. Ça peut s'entendre. La réalité étant que, de façon empirique comme ça, quand on regarde, de toute façon, c'est aujourd'hui qu'il rejoint l'opposition. Jusqu'aujourd'hui, il n'était plus rien dans l'opposition. Il se réveille parce qu'il y a eu une séparation avec le président de la République. Il veut retrouver son fauteuil de chef de l'opposition théorique ou chef de l'opposition électorale. Évidemment, dans sa tête, c'est vite fait. Dans la réalité, il faudra prouver, et ça demande du temps, que effectivement Idrissa Seck peut potentiellement retrouver la place qu'il s'attribue lui-même sur la base de ses... Mais c'est un problème réel qu'on a dans ce pays-là. Le statut de l'opposition, le statut du chef de l'opposition, le financement des partis, ça ce sont des problématiques, c'est une arlésienne. Depuis des décennies, on en parle. Évidemment, en l'absence d'une procédure d'évaluation, de classement, de catégorisation des partis politiques, etc., et chacun peut se lever et dire que j'ai le chef de l'opposition. C'est ce qui se passe avec Ousmane Sonko qui proclame être le chef de l'opposition. Je suis sûr que même au sein de Yewwi,
Askan Wi, il se trouve probablement des gens qui peuvent penser que ce sont eux les leaders, ou ils font partie des leaders, donc c'est vraiment un problème. Les chefs de l'opposition, dernière question, Souleymane. Alors, quel discours peut-il présenter aux Sénégalais si jamais il se présente face à Macky Sall? Je pense que seul Idriss Seck le sait, mais ce qu'on peut dire, c'est que de la même manière que Idriss Seck essaie de se positionner un peu au milieu entre le pouvoir qu'il avait rejoint et qui lui a valu de devenir l'une des 4-5 institutions de ce pays-là, de l'incarner en tout cas, et l'opposition radicale. Mais il est évident que Idriss Seck n'a d'autre choix que de se différencier. Je disais tout à l'heure en wolof que lors de sa première conférence de presse, il a fait du Idriss Seck. Alors, Idriss Seck a le choix aujourd'hui de se présenter en homme neuf, avec un discours rénové, avec des programmes alternatifs basés sur l'expérience qu'il a tirée de son exercice, quoique périphérique, si je puis me permettre cette qualification, du pouvoir. Ou alors, Idriss Seck va-t-il refaire du Idriss Seck? Il semble en prendre le chemin au regard de ce qu'il a fait jusqu'à présent dans son discours, tout ce qu'il avait abandonné et qui lui a peut-être valu l'effritement de son électorat, cette sorte de schizophrénie qui a fait que les gens ne se sont plus retrouvés. Je pense que on risque de se retrouver avec le Idriss Seck originel. Et cela est apparu dans son discours avec un renfort de hadiths, d'anecdotes, etc. La verve qu'on lui connaît, la confiance en soi. Le seul point que j'ai noté dans son discours, et je vais conclure là-dessus, Idriss Seck semble avoir perdu de sa superbe. Le Idriss Seck qui était convaincu qu'il avait le destin d'être le président de la République et que presque rien ne pouvait l'empêcher. Aujourd'hui, Idriss Seck, quand il parle quand même en option. Et de plus en plus, il dit au public, aux Sénégalais, ben, je vais me soumettre à vos suffrages. Si vous me donnez l'occasion, par le vote, d'exercer les plus hautes fonctions de ce pays, voilà ce que je vous propose globalement, c'est de changer le Sénégal, de mettre le Sénégal sur la rampe de développement, de faire mieux que le président de la République. Mais de plus en plus, il laisse ouverte la porte d'un échec cuisant. Il le dit, il a dit à 2 reprises lors de sa première conférence de presse. Et aujourd'hui, si vous me donnez 5%, ben, je comprendrai que vous ne voulez pas de moi et à ce moment-là, je prendrai ma retraite. Et à ce moment-là, ce sera une retraite définitive et pas la retraite de 62 ans qu'il a déjà annoncée et effectivement qu'il n'a pas observé. Merci Souleymane pour ces éclairages. Justement, le départ d'Idriss Seck de la coalition Benno Bokk Yakaar. La première réaction nous vient de Thiès avec Maodo Malick Mbaye qui estime que ce départ n'aura aucune conséquence électorale sur la coalition au pouvoir. Pour lui, le président de Rewmi n'a aucun impact politique. Maodo Malick Mbaye, que je vous propose d'écouter au micro de Cheikh Anta Diop. Durant son séjour dans la majorité, Idriss Seck a occupé l'espace institutionnel et les avantages et les privilèges y afférents. Il n'a posé aucun acte politique, lui, de renforcement de la majorité, à part les déclarations. Je me veux précis que durant tout son compagnonnage avec nous dans la majorité, il n'a tenu ni de réunions politiques, il n'a tenu dans notre majorité, il n'a présidé ni de meeting, aucune visite de proximité, aucun acte posé. J'ai envie de dire qu'il était venu pour un dessein, un but qu'il a certainement atteint et aujourd'hui il rompt les amarres et en retour, par exemple, je dirais que le président Macky Sall a accordé une générosité politique à Idriss Seck sans aucun retour d'investissement politique et son départ, ma certitude, c'est que son départ n'aura aucun impact électoral négatif sur la majorité présidentielle.
C'est le dernier élément de ce 20h. Excellente suite des programmes en compagnie de la télé Futur Média. Au revoir.